Bénédicte Tomasovic, bonsoir. Merci Ah, d'avoir accepté cette invitation de la Maison de la laïcité de la Louvière et du réseau Louviérois de lecture publique. Vous venez nous présenter donc votre ouvrage consacré à Dark Vador, à feu et à sang. Vous êtes le co-auteur de ce livre-là. L'autre auteur est Bjorn Olaf Dozo. Si vous vouliez bien peut-être commencer en nous éclairant sur l'apport de Star Wars au niveau de la culture populaire. oui, avec plaisir. Et d'abord, je vous remercie de votre invitation. C'est très plaisir d'être avec vous ce soir et de pouvoir parler voilà, de cet univers si incroyable qui est celui de Star Wars et du petit travail qu'on a entrepris dessus avec Bjorn Olaf Dozo. Alors, en effet, Star Wars, on ne sait pas très bien par quel bout le prendre. C'est-à-dire que dans une tradition cinéphilique qui est plutôt donc la mienne, universitaire, plutôt francophone, Star Wars, c'est sûrement pas le diable, mais c'est en tout cas l'objet pop culture auquel on prête assez peu d'attention. Il est vrai que du côté francophone, on n'a pas beaucoup publié sur Star Wars. Il y a quelques livres, évidemment, plutôt encyclopédiques ou d'approche à destination des fans, mais en termes universitaires, il y a assez peu de choses. Mais il y a deux, trois choses qui sont très bien, par contre. Voilà. Si on prend une loupe un peu plus grande et qu'on regarde au niveau un peu mondial, on s'aperçoit que Star Wars, ou les Star Wars Studies même, c'est devenu un champ de production scientifique assez important. Parce que cet univers est absolument foisonnant, parce que c'est un univers qui court des années 70 aujourd'hui et qui est loin d'être fini, parce que c'est un univers en expansion aussi, hein, c'est sans doute une notion sur laquelle on reviendra beaucoup aujourd'hui, à savoir qu'il y a un mode de récit un peu feuilletonesque qui fait que Star Wars ne s'arrête pas par définition. Et donc cet univers, il est extrêmement important dans la pop culture, c'est un monument de la pop culture, et c'est aussi, je pense, et il faut le dire aussi, un monument cinématographique. Euh, je trouve que c'est aujourd'hui, on peut vraiment prendre le temps de s'asseoir 2 minutes et de considérer à quel point c'est un champ légitime, puisque Star Wars ça a vraiment changé l'histoire du cinéma. Quand en 77, George Lucas sort ce film, il le fait dans un contexte particulier, qui est le cinéma des années 70 hollywoodien, qui est un moment où les studios ont perdu le pouvoir, un moment où la logique de genre, hein, c'est-à-dire vraiment qui avait présidé au grand Hollywood, avec des films policiers, des comédies musicales, des westerns, etc., n'existe plus, à vrai dire, on ne produit plus ce type de film. On a beaucoup de mal à chercher, depuis les années 60, à renouveler le public. On essaie de parler aux jeunes gens mais on n'y arrive pas trop. La télévision est arrivée dans les foyers américains et a complètement changé le rapport à l'audiovisuel. Et le cinéma des années 70 est en fait extrêmement qualitatif, comme on le dit d'un point de vue européen aux États-Unis, puisque c'est le grand moment du cinéma d'auteur. C'est Coppola, c'est Brian De Palma, c'est Frankenheimer, c'est bien d'autres encore, c'est William Friedkin, bien sûr, enfin voilà. Et on a des films hein, de très, c'est Arthur Penn, enfin bon, Altman, on a des films très personnels, sous influence de la modernité européenne, sous influence de la nouvelle vague, avec un Hollywood qui ressemble pas à Hollywood en fait, donc une espèce de ce qu'on appelait le nouvel Hollywood et qui est donc cette décennie. Bon, c'est difficile de trouver les points de repère, hein, ça va un peu des années 60 jusqu'à la fin des années 70. Arrive donc George Lucas, qui fait partie de ce nouvel Hollywood, qui est en effet dans cette brigade de jeunes loups qui, à la faveur du désarroi de Hollywood, prend le pouvoir. Et donc, c'est Spielberg, évidemment, son grand ami et son grand complice. C'est Coppola, c'est Brian De Palma, c'est Martin Scorsese. Voilà un peu pour cette bande qui se connaissent très très bien, qui font des projets se donnant un coup de main les uns les autres d'ailleurs. Voilà, Lucas fait ses premiers films, il fait son fameux film de science-fiction très très froid, très très dystopique. Il fait aussi une American Graffiti qui a tout à fait un autre ton. Et puis il a un projet qui est non ce Star Wars qu'il a commencé à écrire début des années 70, qui l'obsède, qu'il a envie de réussir et qui est donc un film un peu en hommage à toute une série de références culturelles qu'il a, lui, et qui sont des références qui n'ont aucune légitimité culturelle, mais sont des références d'enfants et d'adolescents, d'univers qui l'ont vraiment fasciné.
Et c'est quoi, par exemple, hein? C'est la littérature de science-fiction, plus encore les comics, et plus encore, hein, les souvenirs de l'enfance, ce sont les serials. Les serials, ce sont ces films qui étaient produits par épisode, de manière feuilletonesque, des séries B, sans beaucoup d'argent, mais qui, à partir du cinéma muet et jusque l'arrivée de la télévision, grosso modo, vont animer les grands écrans américains. Et à vrai dire, on a là toute une culture qui est un peu une sous-culture où des personnages de comics ou de radio, de bande dessinée, de littérature qui sont un peu connus vont se faire adapter en serial, généralement entre 12 et 15 épisodes, d'un quart d'heure à peu près. Et chaque semaine, on va voir un morceau de ce film en avant-programme d'un autre film, ce qui invite un peu le public à revenir de semaine en semaine pour voir la suite, surtout le public plutôt enfantin, etc. Parmi les grands serials de l'époque, il y en a un qui a un peu plus de budget que d'autres, et qui est tiré de la bande dessinée de Alex Raymond, qui est un strip à l'époque, hein, mais le succès fait que dès l'année suivante, à la fin des années 30, il est adapté en serial. C'est Flash Gordon. Et ce Flash Gordon, il y aura une suite, et puis il va s'étaler, il y aura souvent des reprises en salle. Et ce Flash Gordon va complètement marquer l'imaginaire de George Lucas. On est dans un univers, en effet, de science-fiction, mais qui est mélangé avec la fantasy. C'est d'ailleurs, hein, Star Wars commence par cette fameuse phrase que tout le monde connaît, hein, il y a très très longtemps dans une galaxie très très lointaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas dans l'anticipation, on n'est pas dans notre science-fiction, on n'est même pas dans notre univers. Hein. C'était il y a très longtemps et très très loin. Donc ça veut dire qu'on est sous le principe de la fable, voilà, du conte. Et donc dans ce conte, il y a des êtres féeriques. Et il y a aussi des astronefs. Et qui sait si les personnages humains que l'on voit dedans sont des humains? On ne parle jamais de la Terre. Donc on ne sait pas très bien quelles sont les compétences des corps même humains qui nous ressemblent. En fait, tout le monde est un peu extraterrestre là-dedans, avec des mondes, des univers qui permettent toutes les fantaisies. Cet univers, il excite beaucoup George Lucas, et il décide donc d'écrire ce film, et sous le succès de ses premiers films, réussit à le faire produire. Mais avec beaucoup de réticence de la part des producteurs, et beaucoup de réticence même de l'équipe qui l'engage. Sur le plateau, au fur et à mesure des jours de tournage, la situation se complique pour George Lucas. Personne ne croit au film, ni les techniciens qui se moquent un peu de lui, ni les acteurs qui comprennent pas du tout ce qu'ils font là-bas, enfin, et qui ont leur propre petite histoire dans le fond. Et donc, il y a un peu une perte de confiance. En plus, il y a quelques problèmes de tournage. Il fait un dépassement de tournage, le pauvre George Lucas, et donc les producteurs ils tombent un peu dessus. Il est obligé de mettre presque de l'argent de sa poche, c'est-à-dire à un moment donné, on dit bon, il faut finir le film, il faut arrêter. Il demande encore un peu d'argent et il arrive à négocier quelque chose de formidable. C'est qu'il dit on renonce à mon salaire de réalisateur. Voilà, on fait cette économie-là. Moi, je vais au bout du film, vous me laissez finir. Et en échange, je demande juste une petite chose, dit-il, c'est un point de détail d'un contrat, c'est-à-dire que si jamais il y a des produits dérivés qui sont tirés de ce film, c'est 100% pour moi. Oui, il y en a eu 2 ou 3. Hein. Voilà, c'est ça. Et donc la production signe ça très très vite en disant on a bien arnaqué ce jeune réalisateur. Il finit son film, il faut le sortir. Franchement, la maison de production n'est pas du tout enthousiaste. Finalement, le film sort avec pas beaucoup de publicité. Et là, il se passe un phénomène. C'est bouche à oreille. Les gens vont voir et trouvent le film absolument dingue. Ça ne ressemble à rien de ce qu'ils connaissent, ou ça ressemble à des choses qu'ils avaient oubliées, ou que leurs parents avaient oublié que ça existait. Il y a un ton à la fois aventurier, épique, et puis amusant. Il y a une inventivité visuelle, il y a une histoire de rébellion assez bien, il y a une intrigue sentimentale triangulaire dont on ne sait pas très bien étonnant et aboutissant. Il y a, semble-t-il, une espèce d'inventivité de tous les instants dans les créatures, les effets spéciaux, ce genre de choses. Ça captive le public. Et le film, en très peu de semaines, devient un film événement, grâce aux bouche à oreille. Donc là, la sortie devient de plus en plus importante. Là, on commence à prendre la mesure de ce qu'est ce film. Ça va si vite que évidemment, les produits dérivés vont très vite suivre, surtout que Lucas pousse un petit peu aux choses. Et l'histoire est une anecdote assez intéressante que j'aime bien raconter, c'est que les fameux jouets Kenner, et peut-être que certains d'entre vous
qui sont présents ont des jouets Kenner de l'époque et qui ont pris un peu de valeur. Hein. C'est cette firme de jouets qui va faire ces figurines, ces vaisseaux spatiaux, enfin qui ont égayer l'enfance de toute une génération, bien sûr, hein, des enfants de la fin des années 70, du début des années 80. Ces jouets doivent être produits, en fait, on est trop juste par rapport à la sortie du film, et ces jouets n'arrivent pas à être produits à temps pour Noël. Et donc l'arrangement entre Lucas et Kenner, c'est de se dire qu'on va déjà sortir les boîtes de jouets vides, et qu'on pourra mettre sous le sapin, et donc c'est une sorte de préachat. Une fois la boîte et que les figurines arrivent, on peut retourner avec sa boîte au magasin pour les remplir. Et on a déjà quelque chose qui fonctionne. C'est-à-dire les gens achètent les boîtes de jeux avant même qu'elles soient remplies, en cadeau de Noël, sous prétexte que ces jeux vont arriver. Et là, on sent évidemment que tout d'un coup, il y a un engouement qui ne ressemble à rien de ce qu'on a connu et qui va changer profondément toute une série de paramètres à Hollywood. D'abord, ça va changer, je dirais basiquement du côté des récepteurs, la cinéphilie. La cinéphilie, telle qu'on la connaissait avant Star Wars, grosso modo, elle fonctionne sur 3 éléments. On est cinéphile, le grand public est cinéphile autour des acteurs et des actrices. C'est le star system. On va voir un film parce qu'on aime beaucoup Errol Flynn, Barbara Stanwyck, Cary Grant plus tard, Scarlett Johansson aujourd'hui et Robert Pattinson demain. Voilà. Donc on suit leur filmographie, on y va pour eux, et c'est le star system qui est très stable depuis déjà le milieu des années 10 de l'histoire américaine du cinéma, et vraiment qui se développe durant toutes les années 20 pour devenir ce système stable que nous connaissons, c'est-à-dire célébration des films à travers des acteurs et actrices qui sont traités comme des vedettes avec glamour et qui reviennent de film en film et avec une presse people qui les célèbre, etc. Donc on y va, on va au cinéma pour cet amour des acteurs. Une autre cinéphilie, c'est d'aller au cinéma pour l'amour du genre, précisément. J'adore le western, je vais voir tous les westerns, j'adore le film noir, j'adore le film noir. Je suis un fan de comédie musicale, je n'en rate pas une. Et donc, il y a une adhésion aussi par genre. C'était les 2 grandes cinéphilies. Est arrivée peu à peu une 3e, et là, c'est une cinéphilie qui est plus proche des amateurs d'art, c'est d'essayer de repérer qui est le réalisateur derrière les films. C'est un mouvement qui vraiment a toujours un peu existé, mais c'est vraiment développé avec des arguments forts autour des années 60, grâce au cahier du cinéma notamment, et c'est devenu ce qu'on appelle la politique des auteurs. Et donc, on va voir les films de tel ou tel cinéaste, on voit tout Hitchcock, comme aujourd'hui on va au cinéma parce que c'est le dernier Almodovar qui sort, par exemple. Avec Star Wars, ça arrive une 4e voie de cinéphilie, qui est ni les acteurs qui étaient, grosso modo, inconnus dans le film, ni le genre, parce que le film échappe à tous les genres, on va sans doute en reparler, mais c'est un mélange de tellement de choses diverses qu'on a du mal à le placer sur une carte, ni du réalisateur. Lucas n'est pas du tout assez connu pour ça. Par contre, il va y avoir une adhésion à l'univers du film, à la diégèse. Il y a tout ce qui peut prolonger cette diégèse. Très vite, il y aura les téléfilms de Noël, il y aura des bandes dessinées qui vont sortir, il y aura des romans qui vont poursuivre. Donc on est déjà sur ce monde en extension qui va faire que cette communauté cinéphile, en fait, elle est au-delà du cinéma, elle s'intéresse aussi à tout cet univers. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui est un modèle majeur de l'industrie du cinéma. Il y a les fans de l'univers Marvel, les fans de l'univers Harry Potter, etc., etc. Donc là, il y a quelque chose qui est vraiment changé, qui a fait exister une communauté de spectateurs qui n'existait pas auparavant. Du côté de la production, ce qui a vraiment changé avec Star Wars, eh bien, c'est que tout d'un coup, Hollywood se dit, mais en fait, il faut faire des films à grand spectacle qui peuvent parler à une jeunesse. Il y a un public pour ça, finalement. Et ça va être peu à peu le retour des studios, qui se disent que, tiens, le film spectaculaire, avec finalement une intrigue un peu teenagers, parce que c'est un peu adolescent, hein, c'est un rite initiatique, c'est un modèle qu'on connaît très très bien, Star Wars. Hein, c'est le modèle voilà, des fameux du héros aux 1000 visages de Campbell, ça a été souvent commenté. C'est un modèle scénaristique qui consiste à prendre un héros, le tirer de l'adolescence, le faire passer à l'âge adulte avec une série de rites initiatiques. C'est l'histoire de Luke Skywalker dans le premier film. Et à partir de là, Hollywood va reprendre ses droits. Les studios, les producteurs se disent, ah bah tiens, on recomprend à nouveau comment faire des films. Et les années 80, c'est le retour des studios, c'est le retour des films de genre. C'est des films de genre pour adolescents, que ce soit des comédies, des films de genre pour adolescents autour du sport, c'est les Karate Kid, c'est les franchises qui vont se développer, les Rocky, les Rambo, c'est des personnages
assez manichéens qui vont partir de là, enfin Top Gun, enfin tout ce que vous voulez. Et donc, avec une génération qui arrive après Lucas, des Robert Zemeckis par exemple, etc., et qui vont à un cinéma complètement décomplexé, où la question de l'auteur, comme elle se posait, ne se pose plus, forcément dans ces cinémas-là. Elle va exister de nouveau de manière plus marginale, et on retourne vers la puissance hollywoodienne. Et donc, c'est aussi l'apparition de ce qu'on va appeler le blockbuster, c'est-à-dire ce type de production qui en met plein les yeux, en quelque sorte, et que Lucas va entériner en quelque sorte en faisant ensuite une suite à son film, une suite en 2 volets, qui est donc l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi, et qui vont marquer le début des années 80. Et puis Lucas travaillera avec Spielberg, ce sera la série d'Indiana Jones, et puis vous voyez, et donc le monde bascule, quoi. Donc voilà au moins assez vite pour ne pas parler que de ça, parce que je vois déjà que je fais des réponses kilométriques, mais en quoi Star Wars a vraiment une place importante dans l'histoire du cinéma. Et j'ajouterai une dernière chose alors pour répondre à cette question-là, c'est qu'enfin, en termes de valeur cinématographique, Star Wars n'est pas en reste. On est sur un type de divertissement qui est extrêmement ambitieux, en fait, contrairement à ce qu'on peut, la critique a longtemps laissé penser. Star Wars, ce sont des films, que ce soit les 3 premiers de Lucas, que ce soit encore les 3 premiers de Lucas, pilotés par Lucas, mais il ne réalise qu'un sur les 3, que ce soit les 3 films qu'il réalise, lui, à son tour, dans les années 2000, que ce soit encore la reprise de la nouvelle trilogie, cette nouvelle franchise, surtout portée par J.J. Abrams, on est avec des films qui sont extrêmement qualitatifs au sens où ils font une vraie recherche de personnages, de scénarios, de visualité, de mise en scène, qui a une esthétique qui a été très déterminée, très déterminante et très structurante, que ce sont des films réalisés et pensés par un très grand formaliste qui est George Lucas, et en termes de langage et d'esthétique, il y a beaucoup à analyser, en termes d'idéologie, il y a beaucoup à dire aussi, et donc, ce que j'aime bien et ce qui me plaît dans la pop culture, et voilà, pour diriger cette collection et m'intéresser souvent à ce genre de films et de production ces temps-ci, c'est que, en fait, au départ, ça semble très simple. C'est un peu comme la ligne claire. Mais les dessinateurs de bande dessinée savent très bien que la ligne claire, c'est extrêmement exigeant et difficile et ça demande beaucoup de travail. Et Star Wars, c'est la même chose. C'est une ligne claire qui semble extrêmement simple et facile. Et puis, dès qu'on commence un petit peu à prendre l'objet, à creuser l'objet, on s'aperçoit qu'il est d'une complexité folle et que cette complexité est rendue simple et a une forme d'efficacité qui va plaire autant aux enfants d'aujourd'hui qu'aux enfants d'hier, aux adultes d'aujourd'hui comme aux adultes de demain aussi, et qui a une espèce de force universelle qui est tout à fait importante. Voilà. Là, je crois que j'ai bien vendu Star Wars, je vais bien replacé sur une échelle historique assez importante, me semble-t-il. Oui, et merci pour cette excellente contextualisation. Je pense qu'on a bien compris l'apport de la trilogie pour l'industrie cinématographique. Pour venir à Dark Vador, dans l'introduction et les quelques pages qui suivent, vous mettez tout de suite en avant que c'est l'un des méchants, pour rester dans cette dichotomie, les plus charismatiques que l'on a produit. D'ailleurs, je pense que vous faites allusion à une enquête du magazine Empire, pardon, désolé, je vais le dire comme ça, et c'est le méchant le plus charismatique devant le Joker du Dark Knight, je pense, pas le Dark Knight, j'ai un petit trou, mais si vous voulez bien nous éclairer. C'est le Joker de Nolan, en effet. Voilà. Oui. Donc, et devant lui, devant Hannibal Lecter, qui n'est quand même pas non plus le plus tendre, devant Hans Gruber, qui avait marqué l'époque, c'était le méchant de Piège de cristal. Oui, devant toute une série de méchants, Dark Vador est le premier, et de loin. Voilà, par un sondage avec les gens qui lisaient cette revue Empire, qui est en effet une revue de pop culture assez importante aux États-Unis. Et alors c'est intéressant à plus d'un titre, d'abord parce que Dark Vador en fait est un peu aussi un faux méchant, c'est-à-dire que si on se réfère à la première trilogie, c'est surtout un méchant qui va connaître la rédemption. Et c'est un méchant qui est manipulé. Et on apprendra dans la deuxième trilogie comment est-ce qu'il a été formé, comment est-ce qu'il a été manipulé, comment il est arrivé là. Le vrai grand méchant, c'est pas Dark Vador, c'est Dark Sidious, qui est ce fameux
chancelier Palpatine, dont on va suivre l'évolution aussi à travers les films. C'est lui le vrai méchant, celui qui tire les cordes. Vador n'est jamais que sa poupée ou sa marionnette, mais a un parcours tout à fait intéressant, évidemment. Alors, le plus charismatique, c'est aussi intéressant parce qu'effectivement, il y a un génie audiovisuel autour de Dark Vador. Dans le premier film de 77, Vador, je ne sais plus très bien quel est le minutage, mais je pense qu'on ne le voit que 12 ou 13 minutes sur le film. Voilà, c'est très très peu. On avait recompté le minutage, mais je ne l'ai plus en tête exactement. Il est très peu présent. Par contre, les scènes où il est présent, j'ai envie de dire qu'il avale tout, c'est une espèce de trou noir, c'est-à-dire on ne voit que lui. La première scène d'apparition, les gens parmi nous s'en souviennent sans doute, on est dans le vaisseau de la princesse Léa, et il est intercepté et il est arrêté par les forces de l'Empire, par Vador qui arrive. En fait, c'est d'abord des Stormtroopers blancs qui rentrent dans ces grands tuyaux, qui sont ces couloirs de vaisseaux spatiaux blancs. Il y a des tirs qui sont échangés, il y a des fumigènes. Et puis, quand tout le monde est mort et que tous les soldats font une haie d'honneur, le corps de Vador apparaît, peu à peu. Et il est noir, fondamentalement noir, dans un univers lisse et blanc, on ne peut pas le rater. Il est centré, puisque chez Lucas, les effets de ligne de fuite, de perspective sont extrêmement travaillés, les compositions de plans. Moi, je me suis amusé à faire pas mal pour une conférence récemment, des captures d'écran de tous les films Star Wars. Je n'ai pas raté une seule capture d'écran. C'est-à-dire que chaque capture que j'ai faite faisait une image qui était belle et parfaite, extrêmement bien composée. Voilà. C'est ça le grand formalisme. Et donc, Vador se tient là, au milieu de ces Stormtroopers, noirs, dans son armure, à contempler les dégâts. Il a une cape, qu'on peut bien servir une cape. Il a cette espèce de tenue noire militaire assez impressionnante qui lui donne du galon par rapport à tous les autres. Mais il a une très haute stature, il est très très grand. Et puis, évidemment, surtout, il a un visage qu'on ne voit pas. Et qui est sous un casque avec ses grands yeux noirs, infiniment noirs comme la mort, une espèce de grille de respiration assez effrayante, et évidemment ce casque qui est emprunté à la fois de un mélange entre le casque de samouraï, avec cette espèce de courbe qui protège les coups dans la nuque, en fait, et à la fois une forme globale d'arrondissement du visage et de protection du visage qui est inspiré un peu par les casques de footballeurs américains, en fait. Tout un design qui est extrêmement travaillé. Et en plus, quelques secondes après, on va le voir parler, il va interroger un rebelle, et la manière dont il l'interroge, on est frappé par deux choses. La première, c'est que la voix est complètement mécanisée, machinisée, parle à travers un filtre. Et ensuite, la manière dont il s'exprime est pour le moins impérieuse, et il finit d'ailleurs par tuer d'un seul geste, avec une force tout à fait incroyable, le rebelle. Donc, cette apparition, elle est incroyable. Et donc, il y a une espèce d'invention visuelle de ce personnage qui va être au centre de l'image chaque fois qu'il y est. Et donc, je pense même qu'en fait, une grande partie de l'esthétique du film lui doit beaucoup, c'est-à-dire que cette espèce d'idée de contraste entre le noir et le blanc, qui va vraiment, à la fois moralement et visuellement, structurer les films, et là, vraiment construire autour de lui, que la plupart des corps machiniques et de prothèses qu'on voit autour de lui sont un peu comme des extensions. Quand on le voit dans son vaisseau, son fameux TIE Fighter de chasse, on a l'impression qu'il est aussi englobé à l'intérieur et que le TIE Fighter lui-même, dans les formes, semble rappeler Dark Vador aussi. Donc, on a l'impression qu'il est au centre et que tout le reste n'est que extension, en quelque sorte, de ce corps. Donc, visuellement, c'est extrêmement fort. Et il faudra attendre le troisième film pour... on aura un petit peu dans le chemin un aperçu plus ou moins lointain de son visage ou de son crâne. On comprendra que c'est un corps qui est difforme, qui a été blessé et qui est sans doute mutilé. On verra bien plus tard à quel point. Mais on verra surtout son visage à la fin du troisième épisode, puisque dans une forme de réconciliation, il demandera à Luke Skywalker d'enlever son masque pour pouvoir voir avec ses vrais yeux, et tout d'un coup, l'humanité arrive à ce moment-là, même si le visage est monstrueux, en quelque sorte, mais il y a une humanité. Jusque-là, Vador est privé d'humanité. Et donc, on a un corps qui est à la fois un corps humain, parce qu'on sent bien qu'il y a un humain, mais un corps machinique aussi, et qui est extrêmement structurant. Et puis, il y a cette voix, dont j'ai déjà dit un mot, mais qui est incroyable, parce qu'elle est entre, de nouveau, l'organique
et le mécanique, mais avec une pointe en plus d'animal dans l'oral, puisque la respiration est mise en évidence, hein, et cette respiration, qui est en fait une souffrance du personnage, devient aussi une menace, parce que ça devient un gimmick sonore. De manière générale, chaque fois que Vador intervient, on l'entend respirer avec un point d'écoute qui est extrêmement proche du point où se situe le spectateur. C'est-à-dire que même si Vador est loin dans le champ, on va l'entendre respirer comme s'il était tout près de nous. Donc, il y a quelque chose de très magnétique autour de ce personnage, très charismatique, hein, qui va fasciner dès le premier épisode, hein, et qui ensuite va prendre sans cesse une épaisseur. Et une épaisseur, je dirais visuelle bien sûr, mais surtout narrative, évidemment. Le sous-titre de votre livre, c'est Dark Vador à feu et à sang. Vous avez déjà évoqué l'aspect mutilation du corps de Dark Vador, mais plus généralement, vous soulignez que les corps, à travers les différents épisodes, ne sont pas du tout épargnés. Non, chez Lucas, toutes les souffrances sont toujours très fortement somatisées. Alors, il y a plusieurs choses. Évidemment, il y a l'héritage. Hein, on parlait des genres qui se trouvent dans Star Wars. Star Wars, ça mélange bien sûr la science-fiction, la fantasy, le western, et donc les morts que l'on abat, mais aussi le film de samouraï et le film de sabre, dans lequel très souvent un combattant est amené à perdre un bras, évidemment. Alors, il y a beaucoup de mutilations, soit biologiques chez les êtres de chair, soit de mutations techniques chez les robots. On ne compte plus le nombre de fois où ces 3PO est complètement démonté dans tous les sens, et qui en général est le symbole de gros problèmes pour cette petite équipe de rebelles bien sympathique. Mais Vador lui-même, Anakin Skywalker, puisque c'était le nom de celui qui est devenu Dark Vador, est quelqu'un qui va connaître de multiples mutilations. Hein. C'est quand même quelqu'un qui perd sur l'ensemble de sa carrière 2 jambes et 3 bras. C'est quand même beaucoup, hein, donc il faut bien le dire. Et donc, il est renforcé par ce corps de prothèse. Hein, d'abord, après avoir perdu une main, une première main de prothèse, qui sera surlignée dans la deuxième trilogie et à la fin du deuxième film, lorsque Anakin Skywalker se marie en secret, hein, puisque les Jedi n'ont pas le droit à l'amour, parce qu'elle se marie avec la princesse Padmé. Le film se finit sur quelques très beaux plans des mains des 2 amants. Il y a une main organique et puis une main métallique, qui est celle d'Anakin, qui saisit la main de Nathalie Portman, donc qui joue à Padmé. Et on a l'impression de revoir, dans les grandes références artistiques, culturelles, hein, toutes les peintures autour de l'idée de la jeune fille et la mort. Voilà. Et donc, il y a quelque chose dans le corps d'Anakin qui porte déjà un funeste destin, qui sera amplifié évidemment dans le film suivant, hein, qui est le film où Anakin va basculer du côté très très obscur de la Force, et qui se finit par un affrontement avec son ami et mentor Obi-Wan Kenobi, à la fin duquel il perd, hein, sur cette planète de lave qui est Mustafar, hein, donc cette planète, hein, qui est en ébullition en permanence. Voilà. Et chez Lucas, on a un système tout à fait expressionniste. Les décors disent les personnages. Voilà. Tout est toujours très signifiant, hein, dans ce système-là. C'est cette idée de ligne claire encore. Et donc, cette planète en ébullition, c'est évidemment l'ébullition des sentiments, la colère qui le dévore, la passion qui est à son comble, le fait d'être débordé par ses émotions. C'est ça que cette planète incarne lors de ce débat. C'est là-bas que, par la suite, il installera une espèce de forteresse de solitude aussi, hein, pour y vivre, comme une espèce de punition à vivre sur cette lave en permanence. Lui qui a un corps de très très grand brûlé, lui qui s'est retrouvé amputé et brûlé totalement de ses jambes et de ses bras, et d'une partie de sa peau et de son visage. On est dans, en effet, quelque chose de très traumatique, hein, pour le corps. C'est à partir de ce traumatisme qu'arrive ce deuxième corps, ce second corps, qui est celui de Dark Vador. Le premier, Anakin, dans la deuxième trilogie, on le voit évoluer. On le prend quand il est enfant. Il y a une grande ellipse. On le retrouve adolescent. Et puis on le retrouve jeune homme. Il fait tous les mauvais choix possibles. On y reviendra sans doute. Et après, il y a cette espèce de terrible punition, en quelque sorte. Hein. Mais il est récupéré, son corps est récupéré par Dark Sidious. Et donc, il y a une scène absolument incroyable qui, je pense,
sans doute une des plus belles scènes de la saga et des plus étonnantes scènes de la saga, qui est le moment de transformation du corps d'Anakin Skywalker en Dark Vador dans un laboratoire extrêmement sombre qui ressemble à celui en effet de Frankenstein. On le dit beaucoup dans le livre. Et donc, on crée à partir de ce qu'il reste de lui un colosse avec des prothèses, des fausses jambes, des faux bras, un faux corps, une armure de respiration qui filtre les choses et qui le maintiennent en survie. Voilà. Dès qu'il est privé de son armure, il meurt. Donc, s'il veut aller dans une chambre de méditation, il faut aussi qu'il retrouve là-bas des conditions d'oxygène qui lui permettent de survivre tant ses blessures sont graves. Et donc, on a un corps qui est un corps non plus même agonisant, mais qui est un corps presque de revenant dans cette armure. Et ça, c'est évidemment extrêmement fort, et c'est partie des idées qui donnent à ce personnage cette puissance et ce charisme fou, c'est-à-dire qu'il a l'air d'être de son corps même au-delà du rapport vie et mort. Or, c'est bien ce qu'il cherchait, puisqu'il faut se rappeler que si Anakin devient Dark Vador, c'est parce qu'il commet une forme de péché d'orgueil. Alors, on ne lui en veut pas, parce qu'il a un parcours difficile et donc il fait des mauvais choix, il fait les choix qu'il peut en donner, qui sont terribles, mais il les fait. Il se retrouve en effet randonné avec le désir, la volonté, le souhait fou, démiurgique, de pouvoir aller au-delà de la mort, de pouvoir sauver sa mère, de pouvoir sauver sa bien-aimée, puisqu'il fait des rêves prémonitoires depuis longtemps, comme quoi il les voit mourir, et on lui annonce que voilà, au-delà du stade vivant, il y a encore un autre stade possible. On lui parle de Sith, ces fameux Jedi mauvais, d'un Sith célèbre, légendaire, qui aurait réussi à jouer avec cette frontière de la vie et la mort, à être plus fort même que cet ordre naturel. Et c'est à partir du moment où il rêve de ça, qu'il se brûle aussi au sens métaphorique et littéral, et qu'il va devenir en effet non pas celui qui arrive à transcender la question de la vie et de la mort et à être au-delà de la frontière, mais celui qui l'éprouve dans son corps, sa chair, comme une immense souffrance, comme une immense punition de ce qu'il a essayé de faire et qui était quasi un geste démiurgique en effet. Vous avez fait allusion à Frankenstein, on y revient régulièrement dans le livre, pourtant c'est pas du tout une copie du mythe, et ici Dark Vador n'est pas la créature de Dark Sidious. Non, en effet, il y a des variations, mais ce qui nous semblait important, c'est de replacer un peu cette ligne. En fait, comme c'est un corps qui est fabriqué, comme c'est un corps aussi qui a dans le fond un peu un créateur, qui est ce Dark Sidious, et comme Lucas lui-même s'amuse dans la fameuse scène dont on vient de parler à presque citer le Frankenstein de James Whale, avec une mise en scène, le fameux Frankenstein de James Whale de 1931, si je m'en souviens, et puis la fiancée de Frankenstein qui arrive très vite, 2 ans plus tard, sont des films absolument magnifiques et majeurs de l'histoire du cinéma, mais sont des films qui ont fortement impressionné aussi George Lucas. Et la naissance de la créature, il va la mettre en scène en faisant un hommage assez direct à James Whale, le laboratoire, un désert de ce fameux laboratoire, et la manière surtout dont Vador, se relève de sa table sur laquelle il a été opéré, et à partir du moment où il va essayer de sortir de ses gonds, parce qu'il est attaché, et donc il s'arrache de cette table, et puis il fait quelques pas, c'est pas de Colosse, c'est vraiment les pas de Frankenstein. Et cette allusion, elle est vraiment très très claire dans le film. Et donc, on est parti un petit peu de là pour la creuser un peu plus, en disant, tiens, si Frankenstein c'était le Prométhée moderne de Mary Shelley, peut-être que ce Frankenstein c'est un post-moderne en quelque sorte pour Lucas. Et en remontant un petit peu le fil de la grande idéologie frankensteinienne, on tombe évidemment sur le mythe de Prométhée. Prométhée, le petit rappel, c'est en effet celui qui est allé voler le feu pour le transmettre, voler le feu auprès des dieux pour le transmettre aux humains, qui ont été punis, mais qui avait une arrogance folle, surtout. Il le fait non pas tellement par bienveillance envers les humains, mais aussi parce qu'il a une arrogance par rapport aux dieux, parce qu'il peut se le permettre, qu'il prend ce pouvoir de trahir les dieux et d'aider les hommes. Il en est puni avec une souffrance éternelle, puisque le voilà donc attaché à des montagnes avec un vautour qui vient lui arracher le foie et qui va le faire chaque jour, puisqu'il est condamné, son foie est condamné à repousser tous les jours. Et donc la souffrance est éternelle, puisque on le martyrise systématiquement. Il y a une dimension très prométhéenne chez Anakin Skywalker.
qui est aussi un personnage à qui on promet beaucoup, qui est extrêmement puissant, qui peut se permettre des choses, et qui va aller voler le feu en quelque sorte. Alors là, il ne le fait pas pour les autres, il le fait pour lui. Donc déjà, c'est vraiment une espèce de Prométhée très très intéressé, et qui va en effet avoir cette figure ensuite de souffrance éternelle et permanente par rapport à ce crime commis. Prométhée, c'est aussi une forme d'héroïsme sombre et noir, d'une force prométhéenne, quand on parle de force prométhéenne, d'une force mythique qui se risque au feu. Et voilà, l'idée de à feu et à sang, c'était très important d'avoir ce feu-là, en plus évidemment du feu de la guerre, qui est celui de Star Wars, puisque c'est bien la guerre des temps dont il s'agit. Et donc le feu arrive à plusieurs endroits. La question du sang dans le titre, elle relève évidemment très clairement du parcours d'Anakin Skywalker aussi, à plus d'un titre. D'abord parce que c'est quelqu'un qui va faire couler le sang, bien sûr. Un feu et un sang rappelle le côté très belliqueux du personnage, et qui en effet, on a dit que c'était pas le tout grand méchant de la saga, mais quand même il fait des choses très peu sympathiques, Anakin Skywalker. À plusieurs moments, il va faire un massacre de masse avec les espèces de créatures du désert en punition, en vengeance de la mort de sa mère. Il va en donner participer à une sorte de génocide, pas d'autre mot, quand il décide d'aller au temple pour tuer tous les jeunes Jedi, et qu'il ne reste plus de Jedi après. Et puis ensuite, on sera vraiment sur la destruction de masse, lorsqu'il entreprend de participer à la construction de la fameuse étoile de la mort, qui est une arme de destruction massive, puisque cette espèce de planète satellite gigantesque est en fait une arme qui permet de réduire en cendres, en miettes en une fraction de seconde, une planète entière et donc un peuple entier. Voilà. Donc, c'est quand même pas quelqu'un de super commode, si vous voulez. Donc, il a en effet ce côté sanglant, il a du sang sur les mains, très, très clairement, mais il est aussi surtout question du sang qui coule dans ses veines. D'un sang qui va devenir la fameuse saga Skywalker, qui s'étend sur les 3 trilogies, les 9 films, et dont on a par ailleurs quelques échos dans les 2 spin-offs qui sont Rogue One et le film consacré à la jeunesse de Han Solo, mais qui sont évidemment un petit peu extérieurs à cette grande saga Skywalker, rebaptisée comme ça après ces 9 films, où on s'aperçoit que l'histoire et le personnage central n'étaient pas du tout Luke Skywalker. On avait dans le fond un peu cru, en tout cas que l'histoire a suffisamment évolué pour qu'un autre personnage prenne plus de place, et qui est bien le personnage de Vador, le personnage d'Anakin Skywalker. C'est bien la question de la rédemption de Vador qui se retrouve au centre des 3 films, sauvé par Luke en quelque sorte, mais c'est bien lui le personnage phare autour duquel tout se constitue. C'est bien lui dans la 2e trilogie qui est alors là le personnage principal, puisqu'on suit toute son évolution et la manière dont ce jeune Jedi prometteur est devenu le pire des Sith. Et puis c'est encore son héritage qui est en question en 3e trilogie, à travers la figure de Kylo Ren, qui est certes le fils de la princesse Leia, et de Han Solo, mais donc qui est dans la lignée des Skywalker, fils de Leia, mais surtout petit-fils de Anakin Skywalker, de Vador. Et là, il y a visiblement un héritage très très lourd à porter, un tiraillement qui fait, à mon sens, de Kylo Ren un des personnages les plus fascinants de culture contemporaine, pop culture des dernières années, avec un personnage magnifiquement interprété par Adam Driver qui a l'air d'être tout le temps au bord de l'implosion, tant il est déchiré, et qui essaie de se convaincre de trouver la paix en choisissant de manière tout à fait consciente le mal, jusqu'à aller au parricide, on le sait. J'espère que tout le monde a bien vu tous les films, bien sûr, parce que c'est difficile d'en parler sans spoiler un petit peu les choses, mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est que j'imagine que vous aimez Star Wars et vous avez vu Star Wars, donc je ne prends pas trop de risques ici. Donc il y a quelque chose comme ça de la question du sang qui coule, qui est extrêmement importante, et qui définit aussi le personnage. C'était ça l'allusion de notre sous-titre à feu et à sang, bien sûr. Et on est parti de la question de la mutilation, mais voilà, on fait un peu le tour pour revenir sur cette question du feu et du sang si présent dans le parcours d'Anakin. Merci. J'ai une dernière question. Effectivement, au niveau de la famille, je pense qu'on est face à une famille dysfonctionnelle et qu'il y a du travail pour de nombreux psychanalystes. Je voulais, les enfants, maintenant, on est proche
de la soirée, on avance et donc on peut aborder d'autres questions qui se retrouvent dans le livre. C'est au niveau de quelques pages qui sont consacrées à la sexualité de Dark Vador et à la manière dont allez, c'est parodié ou parfois détourné. Est-ce que vous savez nous dire quelques mots à ce sujet-là? Oui, alors il y a à la fois des choses, je pense, assez sérieuses à dire et des choses un peu drôles, hein, puisque effectivement, Vador, c'est un corps très très lourd de sens, hein. Il est, pour reprendre des termes un peu anglo-saxons, hein, de la critique, gender studies, etc., c'est le comble hein, vraiment de ce qu'on appelle le male machine, c'est-à-dire le masculin transformé en machine de guerre, en quelque sorte, hein. Il est euh, hyper puissant, hyper autoritaire. C'est une figure vraiment patriarcale, hein, puisque on s'aperçoit à quel point c'est le patriarche aussi de cette famille. Enfin, c'est le masculin père toxique par excellence, quoi. Voilà. Et qui est dans une terrible violence, dans un exercice de cette violence, y compris auprès des siens, auprès de sa propre famille. Donc, il est survirilisé hein, par la taille, évidemment, la puissance, le pouvoir, l'autorité. Donc, c'est vraiment la caricature de tout ça. Sans doute, hein, en prenant en quelque sorte le contrepoint de déjà pas mal de théories de nouvelle masculinité des années 70, pareil, un contexte assez intéressant. Là-bas, je laisse un peu sur le côté. Mais alors, c'est vrai que la sexualité de Vador, elle pose un peu question. On ne la voit pas vraiment, mais c'est le moins qu'on puisse dire. Mais par contre, on voit bien qu'il a tous les attributs d'une espèce de plaisir fétichiste, quoi. Hein. Une espèce de tenue de cuir, de ses grosses bottes, évidemment, une espèce d'addiction peut-être aussi à la douleur, à la souffrance. Enfin bref, on a l'impression que c'est un déguisement de SM, quoi, aussi, ce Dark Vador. Et nombreux sont les auteurs qui ont essayé de s'emparer de cette question-là, qui reste évidemment très très discrète hein, dans les films. Donc, bon, la question de la production, de l'union avec Padmé et tout ça est à peine évoquée. C'est plutôt évoqué hein, sur le badinage premier et la romance, hein, mais pour le reste, on ne voit trop rien, évidemment. Par contre, dans certains romans, dans certaines bandes dessinées, et puis dans toute une série de parodies, alors, on va aller franchement sur le registre de Vador. En bande dessinée, bon, c'est un comics tout à fait reconnu, hein, comics Marvel, qui ont la franchise et qui poursuivent de manière très respectueuse la franchise de Lucas, vont mettre en contexte parfois Vador avec des personnages féminins où ils jouent d'un rapport de domination, où les femmes aiment aussi et rentrent dans ce rapport de domination. Il y a quelques intrigues dont on parle en effet dans le livre qui sont tout à fait remarquables de ce point de vue-là et assez troublantes. Vraiment avec un univers sexuel donné. Et puis, il y a aussi toute une partie hein, de vision de Vador autour d'un corps qui, lui, serait plus dans une vision homosexuelle, gay, d'où la cape, une forme de coquetterie aussi. Et cette couverture dont on parle en effet dans le livre, une couverture y compris récente, joue un peu sur cet aspect-là aussi, sur une espèce de fascination, en effet, pour une prestance du corps et de l'uniforme. Voilà. Et puis enfin, il y a vraiment la dimension parodique. Hein. On va pas mal travailler là-dessus. Oui, j'oublie de dire, hein, évidemment, que dans les pratiques un peu SM et tout ça, Vador aussi, c'est quelqu'un qui comment dire, prend beaucoup de plaisir à utiliser la strangulation par euh, télékinésie, hein, en quelque sorte, hein, puisque c'est à distance qui vous attrape la gorge et qui vous étouffe, hein, ou qui vous relâche, mais on sait à quel point c'est aussi un jeu de pratique sexuelle un peu borderline, qui là peut-être un peu reproduit. Mais il y a évidemment toute une série de parodies, hein, et tout récemment, je présentais le fameux film de Mel Brooks, Spaceballs, où c'est Rick Moranis qui interprète hein, le grand méchant Vador, mais il est tout petit, évidemment, avec une tête de casse qui le dépasse. Et il y a toute une série d'allusions autour de la capacité sexuelle de Vador. Il faut se rappeler que c'est quand même un corps mutilé,
donc probablement castré, probablement aussi qui surcompense par ailleurs cette immense frustration sexuelle. Et donc, c'est évidemment latent dans les films, ça devient clair dans les parodies, on se permet d'y aller franchement. Et où, bien sûr, on va s'amuser pas mal avec la question des sabres, puisque comme symbole phallique, c'est évidemment extrêmement évident. Bien, Dick, un grand merci pour ce moment. Bien, je vais inviter donc toutes les personnes qui nous ont suivis et les remercier à se tourner vers ce magnifique ouvrage que l'on peut retrouver notamment chez le libraire BD Bill à la Louvière, qui est un grand fan de Star Wars, et donc il y a des exemplaires du livre en vente. Et sinon, il n'est pas très tard, c'est peut-être l'occasion de retourner voir les films, peut-être pas tous les 6 cette nuit, mais donc voilà, en tout cas moi vous m'avez donné très envie bien de me replonger dans cette saga et rien que pour ça là je voulais vous en remercier. Voilà, une bonne soirée et comme dit quelqu'un dans le chat, que la force soit avec vous. Donc voilà, au revoir et à bientôt.